Donc, plateforme coopérative et collectivité territoriale, c'était le sujet qui nous amenait aujourd'hui autour d'un projet auquel le RTES est associé. Le principal porteur est donc l'APES, qui sera présenté par Christine. Et donc, je me dois de le dire, un projet qui est financé par l'Union européenne, la région de France et l'État. Le RTES n'est pas le seul partenaire associé, hein. De toute façon, Christine déroulera la liste, mais on a tâché d'apporter aussi nos expertises sur des sujets qu'on suit pas mal, que ce soit les communs, les SIEG, les SIC. Voilà. Au-delà de, évidemment, notre rôle dans la diffusion de ces travaux. Alors, bien. Donc, au programme, donc, l'animation par moi-même, donc Benjamin Garopinet, c'est l'occasion de me présenter. Donc, chargé de mission accompagnement des collectivités territoriales et juriste au RTES. Donc, si vous avez une question, notamment juridique, qui nous est adressée, il y a toutes les chances qu'elle me soit transférée aussitôt. Christine Mass, responsable du parcours Plateforme COP à l'APES, qui nous présentera le projet Plateforme COP plus généralement et plus particulièrement le parcours qui a impliqué des collectivités territoriales, puisque c'était l'objet notamment de l'implication du RTES, mais le projet Plateforme COP est plus large que ça, donc Christine nous présentera ça. Un retour d'expérience de deux élus locaux qui étaient impliqués à ce parcours, donc Nambrouk Zouareg et donc Delem et Jean-Christophe Lipovac de l'Homme. Ah, Jean-Christophe qui est déjà là, donc en avance sur son retard annoncé, merci. Nous rejoindra pour compléter, alors c'est moins un retour d'expérience puisqu'elle n'a pas suivi le parcours, mais elle est intervenue parmi d'autres plateformes coopératives. Bérangère Batio, donc responsable développement à la coopérative COP Circuit, qui nous rejoindra plus tard. Voilà donc pour les intervenants. Donc le RTES, Réseau des collectivités territoriales pour l'économie sociale et solidaire. C'est, vous voyez la carte, le réseau des collectivités impliquées en matière d'économie sociale et solidaire. On ne sait pas s'il faut dire par, pour, puisque c'est une co-construction, donc qui vise à faire connaître les initiatives et politiques de ces collectivités adhérentes en matière de SS, donc en faveur de l'ESS, mais qui mobilise également l'ESS dans leur propre politique publique. Échanger entre pairs, c'est typiquement le cadre du webinaire du jour, contribuer, ça a été plus particulièrement le cas des collectivités qui ont été impliquées à ce parcours, s'informer, donc c'est une newsletter par laquelle vous avez appris notamment l'existence de ce webinaire et puis s'accompagner. C'est notamment la fonction que j'incarne, mais c'est plus largement les travaux qui étaient menés et qui continuent d'être menés entre pairs depuis 21 ans. Déjà, donc le RTES qui réunit près de 200 collectivités adhérentes et qui a la spécificité de réunir plusieurs niveaux de collectivités, communes, interco, départements, régions. Voilà. Et je laisse Christine, du coup, nous présenter plus largement l'APES. Alors, l'APES est une association régionale Hauts-de-France, tête de réseau des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Le cœur de mission de l'APES, c'est deux choses. C'est d'accompagner les territoires, animer les collectivités locales en permettant aux politiques publiques d'intégrer des politiques économie sociale et solidaire, de mettre en visibilité les acteurs SS du territoire. Voilà, ça c'est déjà une grosse mission. Et la deuxième, être plutôt dans l'expertise, offrir et mettre en place les conditions d'amélioration des pratiques de l'économie solidaire. Comment? En publiant en fait des guides méthodologiques. Je pense notamment au parcours sensibilisation des territoires en transition TEDA, mais également aussi de l'outillage. J'en parlerai tout à l'heure. Il y a eu deux livrables de production sur le parcours Plateforme COP, et puis aussi accompagner les collectivités locales dans la sensibilisation au portage de politiques ESS.
Voilà, moi, je suis chargée de mission de territoire à l'APES avec une petite équipe de 12 personnes, dont 2,5 recrutés spécifiquement pour le portage du projet Plateforme COP. Voilà. Alors, dis-moi, Benjamin, tu veux Ah bah, voilà, tu peux enchaîner sur le projet on plateforme déplie le COP projet. plus Alors, le général. projet Plateforme COP, c'est un peu un petit appel du pied de financeurs, d'acteurs régionaux qui s'interrogent aux sorties du Covid, de la montée exponentielle des plateformes dans l'usage, hein, puisque pour mieux manger, mieux travailler, mieux se déplacer, on a largement saisi l'opportunité des plateformes collaboratives, coopératives, toutes les plateformes, les GAFAM, et de se dire que au juste, il y avait là aussi des initiatives locales qui avaient promu des plateformes pas forcément coopérative, mais on s'intéressait au sujet et de voir quel était l'acteur régional qui sous-tendait et qui pouvait porter cette expérimentation. Donc l'APES a répondu présent, mais pas tout seul, hein. On a monté effectivement plusieurs consortiums, puisque dans le projet, il y a 3 axes, je vais y revenir tout de suite après. Et donc, ce consortium d'acteurs mobilise un peu l'expertise, la compétence d'acteurs en région, mais pas que, aussi par exemple de plateformes en commun qui portent un mouvement national, voire international du coopérativisme de plateformes. En tout cas, sachez que le sujet n'était pas du tout connu à l'APES et que donc la petite équipe a dû muscler un petit peu la démarche qui est au départ très conceptuelle, et plus on l'investit, plus on sent que c'est proche des inspirations, des besoins des habitants, des besoins des collectivités et surtout des porteurs de plateformes. Donc, ce projet porté par l'APES est financé à hauteur de 1,2 million sur la phase 1 qui concerne l'année 2022-2023, avec, comme le disait Benjamin tout à l'heure, un gros investissement sur le plan de relance REACU par la région à hauteur de 1 million et 200 000 euros de cofinancement par l'État, la DRETS. Le territoire d'expérimentation a été volontairement basé sur le Nord Pas-de-Calais, pas qu'il y ait un déficit du vouloir de porter cette expérimentation hors département, mais de se dire qu'on allait pouvoir faire d'abord une touche ici au plus près avec des acteurs repérés, et vous allez voir quelle incidence ça a pour la poursuite du parcours. Les partenaires, donc pluriels, des porteurs de plateformes telles que Tipeee, Sheraton, donc des initiatives locales qui soutiennent déjà un outillage de plateformes, et puis aussi des acteurs autour du parcours, que sont la coopérative d'activité emploi TILT, INTBS, donc l'Institut des mines télécom de Paris, pour muscler le parcours apprenant. J'espère que j'oublierai personne, RTES, et est-ce que j'oublie? Bon, ça me reviendra, vous inquiétez pas. Voilà, Ils donc étaient nombreux, ce qu'il faut retenir. on était très nombreux et on voit la multiplicité des compétences de ces acteurs qui s'interrogent sur le sujet et qui mettent à contribution tout leur réseau, toute leur expertise pour que ce projet se passe bien en territoire. Un postulat quand même de départ, même si on vous a dit que c'était intégré aux politiques ESS, on se rend très vite compte que le projet Plateforme COP intègre également la transversalité, notamment sur le développement économique, le tourisme, l'habitat, les mobilités, voilà. Et donc, ça concerne, je dirais, tous les services des collectivités, puisque je vais vous détailler un petit peu ce qu'on a fait, mais je prendrai un temps certain pour vous expliciter un petit peu ce qui s'est produit sur le parcours, d'où aussi l'intérêt d'avoir la présence de 2 participants en qualité d'élus. Alors, le projet est partagé en 3 axes. Le premier étant d'accompagner les porteurs d'initiatives locales outillés de plateformes pour faire 2 choses. Au départ, ces plateformes numériques sont des outils propriétaires.
Donc, de voir comment ces acteurs vont pouvoir mutualiser, coopérer, libérer des codes sources de façon à ouvrir leur outil de plateforme. L'intérêt est double. Développer des nouvelles activités sur les territoires qui accompagnent les transitions et aussi donner l'opportunité à des porteurs de projets émergents qui n'ont pas la manne financière pour déployer leur propre outil de plateforme, de pouvoir venir capturer des fonctionnalités de deux plateformes. Je vais vous en parler tout de suite. Deux grandes dimensions. On avait un acteur historique qui est Tipimi, qui promeut l'économie circulaire, le développement durable, la location, l'emprunt plutôt que la propriété, et donc développe une objectothèque. L'idée, c'est vraiment de pouvoir mutualiser, s'échanger des services, des compétences et des biens autour d'accessoires de cuisine, de bricolage, etc. En fait, on accentue là les politiques de solidarité entre habitants. Cette expérimentation est née dans un quartier de Fives, donc très localement, et puis on a vu un développement au niveau de la ville, puis de l'agglo, la MEL, et puis voilà, avec une invitation aux objectothèques Tipimi de se développer maintenant sur la région Hauts-de-France. Et donc, en partant de ces briques d'échange de biens et services, il y a une plateforme qui est née, qui s'appelle pour l'heure EBS, Échange de biens et services. C'est pas très folichon, mais derrière, on sent bien qu'on va pouvoir décliner bien d'autres activités en allant chercher de nouvelles fonctionnalités. Et on va faire aussi appel à contribution à des porteurs de plateformes, de solutions, des acteurs lambda, des particuliers, des habitants qui souhaiteraient vraiment contribuer au développement, et puis bien sûr aux collectivités locales. Le deuxième outil de plateforme fait écho à un besoin du marché, l'usage de plus en plus fréquent du vélo, des mobilités douces, et de ce fait, des métiers qui apparaissent en tension autour de la réparation de vélos. Donc, il y a un acteur qualifié on va dire, de capitalistique, hein, dont la plateforme cherche plutôt la rentabilité que de répondre à l'intérêt général. Je ne le nommerai pas, mais vous le retrouverez facilement. Et donc, l'idée de la PES, c'est un peu de contrecarrer cette plateforme en disant, mais nous, on vous souhaiterait pouvoir outiller des services de proximité de la réparation de vélo en mettant en lumière les acteurs du territoire. Et donc, c'est aussi un tour de force de ma collègue, que je salue ici, Marie-Charlotte Wetz, qui a travaillé sur l'axe 1, accompagné les porteurs de plateformes, qui a congloméré des vendeurs de cycles, des réparateurs de vélos, qui jusqu'alors n'avaient pas eu d'interconnaissance, même s'ils étaient sur des territoires plutôt restreints. Je pense notamment à plusieurs réparateurs de vélos sur la MEL qui se partagent un marché de la réparation sans coopérer. Et c'est vraiment le cœur du réacteur, c'est la coopération et de voir comment ces acteurs-là ont co-construit un outillage de plateforme. C'est un outil libre actuellement. Ils ont poussé le vice jusqu'à travailler les logos, la communication. La plateforme s'appelle Rustine Libre. Et l'enjeu de cette plateforme, c'est qu'elle soit diffusée le plus largement possible aux acteurs de Hauts-de-France, avec un changement d'échelle dès l'année prochaine, que cette plateforme devienne nationale. C'est plutôt un outil métier autour de la réparation de vélos, mais ça vous concerne, vous, moi, nos familles qui avons l'usage du vélo. Donc ça, c'était pour l'axe 1. Et puis, de façon concomitante, pour pousser les plateformes coopératives, il fallait aussi sensibiliser les élus, les techniciens qui sont les décideurs, les commanditaires des politiques publiques, et de voir comment les plateformes coopératives intégraient justement les politiques. Et donc, le parcours un peu cycle de qualification, le parcours un peu apprenant s'est mis en place.
Pas tout de suite, parce qu'il a fallu quand même aller capter des collectivités avec des entrées plurielles, hein, je l'ai dit tout à l'heure, le tourisme, le dévéco, la culture, la cohésion sociale, parce que en filigrane, il y a toujours l'emploi, mais ça aussi, j'y viendrai tout à l'heure pour la phase 2. Et donc, de voir comment les plateformes coopératives intégrer, en fait, incarner des leviers sur les territoires pour la conduite des politiques de transition sur les volets économiques, environnementaux, sociétaux, la solidarité, le numérique, l'innovation sociale. Voilà. Et donc, ce parcours a été monté avec IMTBS, qui nous a apporté l'expertise donc de l'école des mines et qui est allé aussi chercher la compétence des porteurs de plateformes, notamment au niveau national, avec des intervenants prestigieux. Bastien Sibyl pour Mobicop, Bérangère Bassiot qu'on entendra tout à l'heure sur Cop Circuit, Adrien Claude sur Cop Cycle. Donc voilà, l'idée de ces interventions, c'est d'inspirer, c'est de donner envie, de montrer que c'est possible avec le soutien d'acteurs tels que l'URSCOP ou RTES, qui montrent qu'il y a des cas de jurisprudence, que des choses peuvent se faire, que des alliances de travail entre les acteurs publics et les acteurs privés peuvent se monter. Donc voilà, le parcours, c'est un parcours d'entraînement à comprendre, à démystifier les concepts du coopérativisme de plateforme et de repérer des thématiques ou des problématiques de territoire et de voir comment les acteurs que nous, on a identifiés sur le territoire, qu'ils soient acteurs privés ou publics, peuvent se mettre en synergie pour apporter des solutions ensemble. Et puis, sur le projet, il y avait un troisième volet qui était infuser les bonnes pratiques de l'ESS, parce que les porteurs de plateformes que nous, on accompagne sont souvent soit sous statut associatif ou coopératif, et de voir comment on pouvait promouvoir donc le modèle coopératif en région. Alors, le parcours était à destination des élus, des techniciens, avec, je l'avoue, un fort déficit des élus, pas par leur manque d'intérêt, mais surtout d'indisponibilité. Et donc, le parcours se veut aussi constructif et agile. On a été en capacité d'ouvrir le parcours à plusieurs techniciens pour gommer un peu ce déficit, mais ce qui a occasionné aussi une posture complètement différente, puisque là, il s'agissait non seulement de se former, d'être sensibilisé, mais aussi de pouvoir répercuter les apprentissages et donc de mettre en co-construction dans la balance aussi des outils pour aider à pousser les plateformes coopératives. D'où la naissance d'un plaidoyer d'acteurs publics, qui est un véritable manifeste qui est porté pour l'instant par le groupe pilote constitué d'élus et de techniciens, donc de la MEL, de la communauté d'Aglo et Hénin-Carvin, de villes associées telles que Libercourt, et de villes associées autour de la MEL, que sont les villes de Lomme et de LM. Alors, j'ai presque envie de dire que cet échantillonnage, ce groupe pilote, il est très, très intéressant à plusieurs niveaux. Déjà, on avait inscrit dans le projet la captation de 10 collectivités locales, ce qu'on n'a pas atteint. Donc, quantitativement, on n'y est pas. Par contre, qualitativement, on a bien senti que les personnes investissaient, incarnaient un groupe pilote, véritable ambassadeur pour pouvoir continuer le mouvement d'implémentation des plateformes coopératives avec un véritable enjeu d'essaimage, de porter les messages, de porter la parole aux pairs, et que ça, c'était une évidence. Et d'ailleurs, je voudrais saluer la contribution entière du groupe qui a co-construit également un jeu pédagogique en mettant des scénarios. Là, j'y reviendrai parce que ça intéresse vraiment tous les territoires qui, à un moment donné, vont observer cette vidéo et qui peuvent se reconnaître
dans l'outil qu'on a pu développer. Et puis aussi la participation à des événements majeurs tels que le NEC régional porté par la MEL, où justement Mabrouk et Zouareg ont largement contribué à une masterclass. On voit bien que l'investissement des élus, des techniciens, lorsqu'il y a une croyance, il y a un véritable portage de la parole, du projet politique que sont les plateformes coopératives. Et en tout cas, on leur souhaite à eux et au projet longue vie sur les territoires. Ce que je pourrais dire aussi, c'est que au-delà du parcours apprenant, il y a eu un souhait d'expérimenter de l'outillage de plateformes. Bon, à l'époque, on ne savait pas encore. Donc, des coopérantes de la coopérative Tilt ont accordé 3 jours pleins au parcours en partant des problématiques de territoire autour de l'émulation d'acteurs du PTCE, autour de l'alimentation et d'un PAT, autour de l'émergence d'un tiers-lieu citoyen. Donc, en partant en fait de leurs besoins de territoire, de leur projet de territoire, il a été question de voir comment des acteurs pouvaient coopérer, faire écosystème et comment dans la démarche, à un moment donné, un outil de plateforme pouvait venir consolider le projet, la démarche. Et ça sera l'intérêt d'écouter tout à l'heure Bérangère Bassiot, puisqu'on est vraiment sur le champ de l'expérimentation avec elle et certaines collectivités. Ah, effectivement, enfin, je sais pas si on enchaîne avec la petite vidéo de nos déclics. Ah, je veux bien également. Alors, juste avant que tu lances, vous l'avez bien compris, hein, des personnes mobilisées, des ambassadeurs, des porteurs de plateformes, pour l'instant locales, mais qui tentent à se déployer en région et puis au niveau national, qui ont bénéficié d'un outillage de plateforme numérique. Sur le montant que je vous ai cité tout à l'heure, c'est quand même 400 000 euros qui ont été fléchés pour muscler ces 2 plateformes qu'on va pouvoir décliner avec derrière plein de potentiel, notamment d'échange de biens et de services. Et puis la construction donc d'un petit film support qui promeut les plateformes au grand public cette fois-ci. Alors, l'idée de cette com, c'est de montrer au grand public, de mettre des réflexes, de systématiser l'usage de plateformes alternatives aux GAFAM pour les jeunes, mais aussi les familles pour mieux se déplacer, mieux consommer l'alimentation durable, etc. Et aussi de montrer que ce réseau, il n'est qu'au début
et il va accueillir au fil de l'eau en fait de nouveaux porteurs de plateformes, de nouvelles solutions, et que comme l'outil est libre, on est à un clic des plateformes. Voilà, ça va donner une visibilité aux acteurs, aux porteurs de plateformes et aux collectivités qui se sont engagés sur ce sujet. Alors, on va passer la parole à nos Protagonistes. élus qui ont suivi du coup le parcours en particulier. Alors, tu évoquais le manifeste, le plaidoyer. Alors, on l'avait mis en lien de l'article qui annonçait ce webinaire. C'est un livrable un peu surprenant parce que c'était pas un livrable attendu hein, du parcours. Tout à fait. C'est de manière un peu itérative, c'est la bonne surprise. Mais du coup, Mabrouk et Jean-Christophe qui nous présenteront un peu comment c'est arrivé. Mais voilà, ça fera encore partie des ressources qu'on repartagera évidemment. Et du coup, je laisse la parole à Mabrouk Souareg. Merci. Merci à vous deux pour cette excellente introduction. Merci de nous avoir invités. Donc, je salue évidemment tous les participants. Donc, merci Christine d'avoir rappelé la logique dans laquelle on s'était inscrit. Alors, on n'était pas nombreux en tant qu'élus. Alors, sans vouloir les excuser, c'est aussi un sujet complexe pour les élus qui ont été, je l'ai rappelé dans le cadre d'une masterclass, aussi envahis, et notamment pendant la période Covid et post-Covid, par de nombreuses sollicitations autour de plateformes qui allaient révolutionner la vie des collectivités locales et qui allaient faciliter la vie de nos concitoyens et des élus. Il y a eu beaucoup de bonimenteurs et beaucoup de collectivités qui se sont fait avoir. Ça a coûté extrêmement cher pour un résultat qui n'a jamais été à la hauteur. Donc je pense que ça peut expliquer aussi la méfiance, voire la défiance de certains élus vis-à-vis de ces outils. Ensuite, moi je rappellerai qu'en tous les cas, si on n'avait pas la quantité, la qualité était là. Et je pense que Jean-Christophe sera d'accord avec moi, en toute humilité. On a été fortement impliqués, présent, intéressé par une démarche qui, en tout cas, nous a permis une acculturation extrêmement importante, puisqu'en tant qu'élu, vous nous demandez, et c'était un peu l'objet d'être aussi de futurs ambassadeurs, que ce soit auprès de nos pairs en tant qu'élus, mais je pense aussi auprès évidemment des citoyens qui sont intéressés par ce sujet. Et qu'est-ce qui fait que ça se démarque finalement des structures à but lucratif, pardon, et qui sont des sociétés telles qu'on les connaît. Et je ne les citerai pas non plus, puisque Christine, tu n'as pas souhaité comment dire, en tout cas, les présenter. Et c'est tant mieux, on fera comme Voldemort, Lord Voldemort dans Harry Potter, il ne faut pas prononcer son nom. Voilà. Ne pas Pour le coup, en tous prononcer les cas, son moi, nom. exactement. Moi, j'ai trouvé la dynamique effectivement intéressante dans la mesure où, moi, je suis parti d'un postulat, c'est qu'on avait un besoin qui n'était pas couvert sur notre commune, en particulier autour de projets qui se développent sur les quartiers prioritaires et notamment l'émergence de tiers-lieux, qui sont des lieux voilà, des lieux qui sont des lieux d'échange, en tous les cas où s'impulsent un certain nombre de projets qui notamment et particulièrement partent des habitants. Et ce qui m'a intéressé, c'est comment faire coexister finalement de partager des expériences, parce que je pense que s'il y a bien un mot qu'on doit retenir de cette formation, dans tous les cas de cette acculturation, c'est bien le partage, la coopération. Et c'est ce qui fait la différence avec d'autres à but lucratif. Et donc, moi, j'étais dans une logique de résilience des territoires, puisque les quartiers prioritaires sont aujourd'hui, depuis maintenant presque 50 ans, pas loin de 50 ans, en tous les cas, bénéficient de moyens colossaux justement pour travailler cette résilience. Et peut-être qu'il est temps aussi d'y amener de nouveaux outils, peut-être de réfléchir sur de nouvelles méthodes et évidemment d'essayer de faire en sorte d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés collectivement, d'y associer les acteurs associatifs, évidemment, institutionnels, mais aussi les habitants. Voilà, donc c'est vrai que la démarche a été intéressante puisqu'on a été sur une co-construction, hein. Tu as parlé du manifeste, qui est extrêmement important, mais qui est venu finalement sanctionner une démarche de formation. Mais je parlais aussi, moi, de la co-construction de la formation, parce qu'au fur et à mesure de la formation et en lien avec les différents intervenants, moi, j'ai trouvé ça extrêmement riche. On s'est rendu compte que finalement, on avait des expériences qui étaient
impulsé sur un certain nombre de territoires qui restaient quand même assez théoriques. Et en ayant des personnes qui venaient présenter un certain nombre de leurs projets, de leur entreprise coopérative, au sens évidemment ESS du terme, c'était plus parlant, j'allais dire, plus pragmatique, plus pratique, en tous les cas pour nous. Et donc, on y mettait un certain nombre d'actions. Évidemment qu'il va falloir, je pense, à un moment donné, en tous les cas, adapter à nos territoires, parce que LM, c'est pas l'homme, ne serait-ce que par la taille de la commune. Et puis, on n'a pas peut-être les mêmes spécificités. Et au-delà, je veux dire, du côté de Liévin, du côté d'autres villes de France, évidemment, on a d'autres particularités. Donc voilà, nous, en tous les cas, sur LM, on a souhaité qu'il y ait une ville associée de Lille. Lille, qui est une petite ville dans la commune d'Élem, on a souhaité, de tous les cas, nous, en fait, travailler sur comment on maille un peu l'ensemble des acteurs qui sont intéressés par ces sujets, qui ne travaillent pas forcément ensemble, et autour d'une dynamique qui est celle des tiers-lieux, hein, qui est aujourd'hui vraiment importante. Et donc, comment les plateformes coopératives, demain, elles peuvent nous aider à mailler ces différents acteurs, et puis comment elles peuvent nous aider, alors sur des thématiques assez larges, hein. Parfois, on fait même le grand écart, c'est-à-dire qu'on peut passer du service très simple autour de questions de bricolage, de services à la personne, en passant par des actions évidemment alimentaire, hein, sur l'alimentation durable. On en discutait d'ailleurs il n'y a pas très très longtemps avec Cop Circuit. Voilà, on est aujourd'hui sur ces sujets qui sont des sujets qui sont parfois complexes, mais néanmoins accessibles à tous. Et donc pour nous, on est passé j'allais dire, d'échanges plutôt théoriques, conceptuels, à des choses plus pratiques, plus concrètes, et la plateforme en est une parfaite illustration. Ah, donc pour nous, c'était, en tout cas, l'objectif sur la commune, c'est de développer un outil collaboratif et qui sera un peu, voilà, qui sera le lien entre l'ensemble des quartiers prioritaires, mais également d'autres quartiers, parce que je n'oublie pas que nous avons aussi des besoins sur d'autres quartiers de la ville. Et pourquoi pas, alors ça c'est, soyons fous, hein, ayons des rêves fous, bah, travailler sur des projets intervilles. Et au-delà de la MEL, alors il y a la MEL évidemment, 98 communes, entre 95 et 98 communes de mémoire. Alors c'est déjà beaucoup, mais je pense qu'on peut aller aussi chercher des expériences en dehors de la MEL, dans d'autres régions, vers d'autres agglos. Il y a des choses extrêmement intéressantes qui émergent. Et voilà, donc aujourd'hui, on est plutôt sur un projet autour de l'alimentation durable, mais demain, on sera aussi sur comment on démultiplie pardon, des lieux comme les tiers-lieux. Aujourd'hui, c'est impulsé par la ville, mais évidemment, l'objectif, c'est qu'à un moment donné, ça soit complètement euh, j'allais dire, piloté par les habitants en direct, hein. Et puis pourquoi pas, ça peut devenir une CIF, une SCOP, ça nous verrons par la suite. L'idée, c'était d'aller vite, mais sur des logiques, en tous les cas, de gouvernance partagée. Et sur des thématiques assez importantes, je parlais de la politique de la ville, mais ça va être aussi des questions de jeunesse, d'éducation, d'insertion. Je parlais de santé, puisque l'alimentation durable, c'est aussi de la santé. Et dans un contexte économique et social quand même qui est extrêmement compliqué, et non plus que pour les habitants les plus modestes, mais aussi pour tous les Français, en tous les cas, pour tous les habitants de nos communes. Voilà. Donc c'est pour ça que je parlais beaucoup de la résilience de territoire, parce que je pense que ce n'est qu'à cette condition, la coopération, le partage. Moi, je crois beaucoup à la solidarité. Je pense que d'ailleurs, c'est ce qui manque au fronton de nos mairies. On parle beaucoup de liberté, d'égalité, fraternité. On oublie la solidarité. Aujourd'hui, elle n'a jamais été aussi forte. On voit beaucoup d'acteurs, en tout cas, et y compris dans un retour. On parle beaucoup voilà, de bénévoles sur les maraudes, qui aujourd'hui, dans toutes les communes, en tous les cas, travaillent sur ces actions de solidarité. Et là, il y a peut-être des choses qui peuvent se rejoindre entre ceux qui n'ont pas forcément envie de se rattacher à l'institutionnel, à l'associatif, mais qui ont envie de faire des choses, qui ont envie de monter des actions de solidarité. Et je pense que là, il y a des choses à faire. Et puis le développement durable, développement soutenable, enfin, je veux dire, tout le monde est concerné, évidemment, et on ne doit pas laisser sur le bord de la route un certain nombre de nos concitoyens qui, pour l'instant, sont un petit peu éloignés du sujet parce qu'évidemment, ils ont d'autres priorités, c'est-à-dire la fin du mois qui commence généralement le 4 ou le 5 du mois, je le dis de manière très claire. Voilà, j'ai un certain nombre de délégations entre le logement, évidemment, mais aussi l'action sociale. Je suis vice-président du CCAS et je vois bien que
Je vois bien que les habitants, y compris aujourd'hui ceux qui n'étaient pas dans les catégories les plus modestes, sont en difficulté. Alors, donc j'ai toujours ce fil conducteur à mon esprit qui est celui de la solidarité. Et je pense que ça rime bien avec ESS, ça rime bien avec plateforme coopérative. Et en tous les cas, la démarche est extrêmement, en tout cas, moi en tout cas, m'a beaucoup apporté. Je recommande aux élus que je croise, avec lesquels j'échange, de suivre cette formation parce qu'elle m'a beaucoup apporté. Et je ne suis pas venu chercher un badge, je ne suis pas venu chercher une certification, je suis venu chercher une acculturation et aussi des modes de faire qui se font par ailleurs, parce que je n'ai pas la prétention de réinventer le fil à couper le beurre. S'il y a des bonnes choses qui se font ailleurs, bah, pourquoi pas les dupliquer? Évidemment, comme je le disais en préambule de mon intervention, en les adaptant à la réalité de nos territoires. Voilà. Merci Mabrouk. Non mais c'est vachement intéressant de voir quelles étaient toi tes attentes comme élu avec des sujets très solidarité vis-à-vis d'un parcours. Parce qu'on a pu avoir ces appréhensions-là aussi au début, plateforme numérique, est-ce que c'est pas hors sol, etc. Et c'était intéressant de voir qu'on collait vraiment aux aspirations. Alors après, on avait effectivement des intervenants parmi les plateformes qui étaient plutôt ESS et pas leurs alters financiarisé, capitalisé. Euh, et tu le disais, pas mal de formes coopératives, donc qui permettent de nouvelles formes d'engagement aussi pour nos citoyens les engagés qui voilà. Pour autant, et je pense que c'est aussi quelque chose qui est arrivé en cours de parcours, la PES sentit aussi le besoin de préciser qu'on était sur la coopération de plateformes et que bien entendu, on voit beaucoup de formes coopératives, hein, puisque et d'ailleurs on aura une intervention un peu plus tard de Bérangère Battiot de COP Circuit que tu évoquais. Pour autant, on a pas mal de plateformes qui sont également sous forme associative. Christine, tu en citais, je crois, Tipimi notamment. Voilà, donc ça c'est intéressant et notamment dans votre contexte métropolitain. Euh, je vais passer la parole à Jean-Christophe pour compléter ce retour d'expérience. Effectivement, l'intérêt, c'était l'interconnaissance avec des acteurs, pas seulement sur un salon, dans une démarche commerciale, c'est ça ce qu'on sort de la séquence du Salon des maires, euh, mais, euh, mais aussi pour bien comprendre c'est quoi leur modèle, leurs origines, leur raison d'être. Je pense que c'est ça qui était intéressant et permettre aux acteurs coopératifs de comprendre aussi c'est quoi les attentes des acteurs publics. Ça, c'était, je le dis parce que ça a été souligné comme assez singulier. Alors, je laisse Jean-Christophe Lipovac se présenter et poursuivre ce retour d'expérience. Oui, ben merci de votre invitation et bonjour à tous. Donc, je suis Jean-Christophe Lipovac et je suis adjoint au maire de la ville de l'Homme et je suis en charge des questions de transition. Alors, on parle de transition chez nous forcément écologique, mais aussi de transition économique et solidaire, et aussi de transition numérique. D'ailleurs, on a une feuille de route sur la transition qu'on a dénommée L'homme en transition horizon 2030 pour se donner aussi un pas de temps, on va dire, réaliste là, enfin, quand on est élu en 2020, donc un pas de temps à 10 ans pour aussi, à notre échelle et avec justement nos camarades lillois et les moi aussi, de conduire aussi voilà, cette transformation écologique, sociale de notre ville. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, on parlait, et Mabrouk a redit plusieurs fois, acculturation, vulgarisation sur la question des plateformes. C'est vrai que c'était, à mon sens, avant tout, justement, vraiment la vertu de ce parcours de sensibilisation, d'acculturation autour des plateformes, parce que faut bien le dire en tant qu'élu, mais en fait, dans le parcours, on l'a peut-être pas dit tout à l'heure, mais c'était aussi un parcours avec des techniciens, enfin, en tout cas, nous, au niveau de la ville de l'Homme, et comme LM, et dans les autres villes, voilà, il y avait ce binôme, on va dire, élu-technicien,
Il faut bien dire que on était quand même très très loin de cette, enfin de cette notion de plateforme coopérative. Alors ça paraît complètement fou dans le sens où quelque part le numérique traverse la société. Je vois Mabrouk, on a été impacté à la ville de Lille, l'homme et l'Em, par une cyberattaque et on voit bien justement la place que joue aujourd'hui le digital et le numérique dans l'action publique. Et quand il n'y a plus de numérique, c'est quand même sacrément embêtant pour rester poli. Bon, en tout cas, cette question derrière les plateformes, nous, encore une fois, tout à l'heure, on parlait de clé d'entrée. Ben, l'entrée, pour nous, c'était vraiment cette transition écologique et cette notion de transition autour du numérique. Alors, dans notre feuille de route sur le numérique, forcément, la première étape pour nous, c'est de travailler aussi dans une démarche un peu d'administration éco-responsable, donc de penser forcément la sobriété numérique. Mais quand on s'intéresse aussi à l'échelle de la ville, ben, derrière la transition numérique, c'est aussi la question liée à l'électronisme. Et l'électronisme touche aussi beaucoup de personnes. Et puis, ça nous semblait aussi utile, justement, dans ce contexte, de, de pouvoir développer aussi des outils de communication, de sensibilisation autour justement de ces notions numériques. Pas forcément des plateformes, quoi, finalement, mais voilà, un lieu d'éducation numérique, un lieu d'éducation aux usages du numérique. En lien avec la transition, c'est vraiment aussi le cœur du sujet, quoi, finalement, l'usage du numérique. Et donc, on peut dire, oui, c'est déjà dans ce contexte-là, dans cette entrée-là, et puis aussi par curiosité aussi, sûrement, qu'on est rentré dans le parcours pour vraiment mieux comprendre finalement de quoi il s'agissait, parce qu'en effet, même en tant que simple habitant, avec mon smartphone, oui, j'utilise assez souvent même des plateformes qui sont plutôt des GAFAM, comme tout à l'heure on en parlait. Il y a un enjeu aussi, nous, dans notre politique autour de la transition, un enjeu de regagner en pouvoir d'agir, j'allais dire, et en autonomie. Alors, il y a un gros mot d'ailleurs qu'on a utilisé dans le plaidoyer, on a parlé de souveraineté numérique, mais oui, il y a un enjeu à maîtriser un petit peu plus, quoi, finalement, notre avenir, j'allais dire, numérique, quoi, finalement, puisque aujourd'hui, ben, nos données sont pompées, on ne sait pas ce qu'on en fait, quoi, finalement. Et puis, comme le disait aussi Mabrouk tout à l'heure, dans cette période de Covid, à un moment donné, on a bien vu aussi la place que pouvaient jouer ces plateformes, ces outils d'intermédiation ou de lien entre producteurs et consommateurs. Donc, le contexte chez nous, en fait, ça a été surtout un projet qui a été engagé, qui s'inscrit aussi, je vois Adeline Franzetti qui est présente aujourd'hui, qui est chargée de mission ESS à la ville de Lille, qui s'inscrit dans la feuille de route ESS de la ville de Lille, l'homme et l'EM. Donc, c'est un projet de tiers-lieu citoyen. Ce tiers-lieu, on l'a appelé le quai des transitions, et c'est pas parti de la ville, forcément c'est une initiative de la ville, mais ça s'est construit avec les habitants. On a lancé un appel à manifestation d'intérêt. C'était quasi 70 réponses voilà, d'habitants, de collectifs d'habitants, d'associations aussi de la ville qui se sont dit, bah, oui, je vois un intérêt pour nous réapproprier cette ancienne gare, quoi, finalement, qui a été l'ancienne gare de l'homme qui a été fermée, pour en faire un tiers-lieu, un lieu de rencontre, un carrefour autour des transitions. Là, la connotation qu'on a mis en avant d'emblée, c'était de promouvoir, encore une fois, des initiatives citoyennes de transition, promouvoir d'autres modes de consommation plus solidaires, plus soutenables. Et donc, finalement, avec cet appel à manifestation d'intérêt, bah, c'est une communauté qui s'est structurée. Et dans le parcours, bah, on a bien vu l'intérêt aussi des plateformes numériques. Et en l'occurrence, tout à l'heure, on parlait de plateformes d'échange de biens et de services et de Tipini. Bah, typiquement, en effet, d'ailleurs, ce soir, on a un comité de pilotage au tiers-lieu du quai des transitions. La question, ça va être de se dire aussi, ça va être ce soir aussi de se dire comment on va s'approprier aussi cet outil pour que ce soit au service de la dynamique citoyenne de transition qu'on souhaite du coup
beaucoup aussi animé, quoi, du coup. Et donc, l'intérêt de ces plateformes, c'est, encore une fois, c'est un gros mot de dire de sobriété, non, de souveraineté numérique, mais c'est en fait ce qu'il faut savoir que, en fait, c'est que ces plateformes coopératives, elles sont open source, et donc, avec la communauté aussi de développeurs, on peut faire du sur-mesure. Et c'est ce que disait aussi Christine, c'est on a des outils avec des fonctionnalités qui peuvent être adaptées aussi à des contextes, à des besoins des territoires, quoi, finalement, ou des acteurs du territoire. Et là, voilà, pour nous, on coche, on va dire, vraiment plusieurs cases, et en particulier aussi cette question voilà, de dynamique citoyenne, de renforcer aussi voilà, cette approche un peu plus contributive à l'échelle de la ville, et de penser aussi des projets en termes d'utilité vraiment sociale, écologique et territoriale. Donc, voilà, le parcours, il nous a permis d'avoir une vision à 360 par rapport j'allais dire, à toute cette offre de services autour des plateformes. Les plateformes de type EBS, l'échange de biens et de services, en effet, c'est, euh, c'est un sujet là aujourd'hui, qu'on va pouvoir concrètement travailler aussi avec le collectif. Il y a un autre sujet aussi chez nous, en fait, sur la politique de transition. Il y a un axe aussi important autour de l'alimentation. Et c'est vrai que, comme circuit, mais Bérangère doit intervenir juste après. Du coup, c'est vrai qu'on a pu identifier là aussi un outil qui peut être aussi au service de notre action publique et de nos politiques publiques, en l'occurrence là sur la dimension plutôt autour de l'alimentation, quoi, finalement, et de rendre l'accès aussi au plus grand nombre à une alimentation saine et de proximité. Et donc, voilà, encore une fois, c'est vrai que le mot-clé derrière l'acculturation et la vulgarisation, c'est vraiment l'élément central. Et c'est pour ça, comme tu le disais d'ailleurs tout à l'heure, Benjamin, il n'y avait pas eu au départ l'idée de faire un plaidoyer ou un manifeste. Mais en tout cas, on s'est dit, il y a vraiment un enjeu de porter à connaissance finalement à quoi sert ce que sont les plateformes coopératives, à quoi ça sert et en quoi ça peut être, encore une fois, vraiment, ça peut s'inscrire dans un projet aussi d'intérêt général, que ce soit sur la dimension transition, sur la dimension citoyenne aussi, en tout cas booster le volet, enfin les démarches citoyennes locales, et aussi, bien évidemment, l'économie. Là, aujourd'hui, d'ailleurs, c'était l'occasion avec la PES, avec Christine, d'animer une séance de travail avec les commerçants de la ville de l'Homme. Autour de la table, on avait aussi des techniciens de la MEL, et notamment un technicien qui avait travaillé il y a quelque temps sur une sorte de plateforme, quoi, en fait, en tout cas, Enjoy Mail, qui est une sorte enfin, qui était, puisque c'est tombé à l'eau, en fait, qui était une sorte ouais, de Place plateforme de commerce. Marketplace. marketplace. Ouais, merci, je cherchais le mot. Du coup, en français, marketplace. Et Anthony nous expliquait qu'en fait, finalement, ce bel outil qui a été conceptualisé dans un bureau à la métropole européenne de Lille, il a jamais atterri sur les territoires. Et là, c'est le travail inverse qu'on fait, quoi, finalement, de partir d'en bas, si j'ose dire, d'avoir ce travail aussi avec les habitants, d'avoir le travail avec les commerçants, et de susciter l'intérêt, parce que l'intérêt, en fait, il est tout de suite perçu, quoi, finalement. En effet, ça va nous servir aussi pour faire venir des clients dans notre magasin, même si au départ, j'avais pas du tout pensé aux plateformes coopératives. Donc, ouais, il y avait aussi cet enjeu, enfin, on parlait de lien social, de renforcer la démocratie locale, et aussi cet enjeu de redynamiser, ou en tout cas de relocaliser aussi l'économie. Enfin, nous, on y croit, on croit vraiment enfin, on a cette conviction profonde que les plateformes sont aussi des outils de relocalisation de l'économie. Et donc, voilà, chemin faisant, le manifeste est apparu comme une évidence d'essayer voilà, de porter à connaissance et d'expliquer encore une fois toutes les plus-values attendues pour un acteur public. Euh, voilà, j'en dirai pas plus, mais peut-être un dernier mot juste pour dire sur la question de la vulgarisation. Le parcours, qu'est-ce qu'on a vu là? On va avoir le témoignage de Bérangère. La perception qu'on a eue très très vite tous ensemble, c'est qu'en fait, on était dans des mondes très parallèles, quoi, finalement, entre le monde des geeks, pour faire court, et puis le monde de l'action publique. Et donc,
l'intérêt de ce parcours, ça a été finalement de créer cet espace simplement de rencontre, quoi, finalement, et de voir encore une fois un intérêt mutuel. La coopération, elle passe aussi par là, de comprendre l'intérêt mutuel et, et de lever des fois les freins parce que on voit que d'ailleurs même, moi j'étais étonné, mais on voit que dans la communauté des développeurs, parfois il y a une certaine appréhension par rapport à l'acteur public. L'objectif, c'est bien, comme le disait Mabrouk, l'a dit à plusieurs reprises, c'est bien de coopérer et de construire une autre économie aussi sur nos territoires, vraiment au service des habitants et au service des acteurs de nos territoires, quoi. Et les plateformes en sont des outils utiles pour ça en particulier. Voilà, merci. Non, merci surtout à toi, Jean-Christophe. J'ai filé la métaphore. Christine parlait du fait qu'il fallait être croyant. J'espère bien qu'on ne prêche pas que des convaincus, en tout cas pour rester dans le même registre. Le manifeste, c'est un peu l'évangile que vous êtes un peu chargé de prêcher. Je trouve ça marrant parce que tu le disais, les différents élus qui étaient là, il y avait beaucoup de curiosité, peu d'expertise, mais parce qu'il y a personne qui a cette expertise-là. Et puis c'était la rencontre des fois de deux mondes, de deux cultures, voilà. Ce qui était intéressant aussi avec votre retour d'expérience au niveau de la MEL, avec cette marketplace en français, comme tu dis, euh, c'est que vous aviez déjà essayé une forme de plateforme amenée par un prestataire de services plus classique, de manière descendante, qui a pas abouti. Et là, c'était intéressant parce que c'est ni les GAFAM ou c'est complètement un mécanisme d'adhésion. Il y a pas moyen d'adapter, ni un acteur plus disponible à faire une presta d'adaptation de site en marque blanche ou autre, et qui va chercher à comprendre l'acteur public, mais avec lequel il a pas il partage pas de raison d'être. Et c'est là qu'il y a une différence avec les acteurs coopératifs et associatifs, en tout cas solidaires, qui intervenaient dans le parcours. C'est, je pense, aussi un point de départ qui est différent, des postures qui sont différentes, mais qui se rejoignent dans l'utilité sociale recherchée. Et donc, il y avait quand même cette recherche de dialoguer pour adapter leurs solutions, parce que je pense que c'était important, enfin, c'était prégnant que tant acteurs publics d'une part que coopératives, en tout cas plateformes d'autre part, étaient conscients qu'il y avait du boulot enfin qu'ils n'avaient pas la lumière, et qu'il fallait adapter les solutions. Mais en tout cas, il y avait vraiment, je pense, une sincérité dans la démarche de part et d'autre, et ce que permettait le parcours, ce qui du coup est trop rare, je le disais. Alors, Bérangère Battiot, donc, qui représente Cop Circuit, interviendra. Elle ne pouvait pas nous rejoindre plus tôt, donc c'est pas plus mal pour l'instant. Je vais dire, on est entre nous. Mais je prévois de toute façon un temps quand même de questions, d'intervention, clarification. En tout cas, préparez-vous à lever la main du côté de nos collectivités invitées pour toute question. Alors, ça concerne plus particulièrement peut-être le parcours, puisqu'on a nos deux témoins que je remercie de s'être prêtés au jeu, mais peut-être aussi plus largement sur le projet Plateforme Coop, parce que Christine le disait, c'est un projet à plus d'1 million de fonds européens, etc., avec la réalisation d'applications par ailleurs, etc. Le parcours en était un objet. C'est l'objet qu'on a le plus suivi comme RTES. Moi, j'ai eu le privilège d'être un peu embarqué et de voir tout ça. Mais n'hésitez pas à poser des questions sur d'autres volets du projet. Et on aura quand même une phase derrière les suites, parce que le projet, il s'arrête pas comme ça. Et l'actualité aussi, puisque je dirais un mot de l'actualité européenne et ESS qui résonne. Et voilà, donc n'hésitez pas à manifester vos petites mimines, et je serai ravi de vous donner la parole. Christine, si tu veux meubler. Il y a Moi, Bérangère qui est arrivé aussi. Ah, Bérangère est arrivée. Ah, Euh, on va lui laisser la primeur alors. Bon, je vais quand même vous laisser quelques secondes encore pour vous manifester, sinon je peux laisser effectivement Bérangère compléter le retour d'expérience. Alors dans une toute autre posture, hein, parce que vous l'aurez compris, Jean-Christophe comme Mabrouk. Alors peut-être parce que c'est des élus, étaient plus à l'aise à intervenir dans notre webinaire, mais
mais doivent pas faire oublier, Christine le disait, qu'on avait quand même aussi des agents qui étaient impliqués. D'ailleurs, pas que sur l'ESS, on avait plusieurs compétences, ça vaut pour les agents comme sur les élus, qui étaient mobilisés sur ce projet. Et à travers vos témoignages, on voyait que ça résonnait quand même avec différents champs d'activité. Voilà. Là, on a la chance d'avoir, du coup, je vais introduire la présentation de Bergère, une des plateformes qui était intervenante, euh, qu'on a sollicité puisque ça a vraiment donné des suites. Et donc, ce qui montre aussi que, et c'est rare quand même dans le temps du parcours qu'on ait ces perspectives-là aussi rapidement. On ne doutait pas, et là pour le coup on est croyant, que le parcours au niveau des collectivités qui l'ont suivi et d'autres qui s'en saisiront des livrables seront inspirés et lanceront des trucs. Mais on était content de valoriser les projets naissants à cette occasion. Et donc, je vais laisser Bérangère présenter Cop Circuit rapidement. On fera une petite fiche de présentation d'ailleurs au niveau du RTES, un déniché pour vous sur Cop Circuit et sur d'autres plateformes qui intervenaient. Mais voilà, donc je laisse Bérangère prendre la main. Oui, bonjour tout le monde, enchantée. Et puis bonjour à celles et ceux que je connais déjà. Pardon, je lisais le commentaire pour voir s'il était pour moi. Vous m'entendez bien? Je peux y aller, hein? Oui. Je suis donc Bérengère Battiot et je participe au développement de Cop Circuit, qui est donc une société coopérative d'intérêt collectif dont le métier est de mettre à disposition une plateforme de vente en ligne en circuit court. Cette plateforme, elle est développée en fait et elle fonctionne grâce à un logiciel libre qui est mutualisé à une échelle internationale dans un réseau qui s'appelle Open Food Network, qui a été créé en 2012 par des maraîchères dans l'État du Victoria en Australie, qui cherchaient un moyen de pouvoir vendre leurs produits sans intermédiaire et qui avaient besoin d'un outil pour se faciliter les tâches de commercialisation en plus de leurs activités de production. Et elles ont donc commencé à créer ce programme, écrire les premières lignes de code et tout en ouvrant complètement le code de ce logiciel qui, donc, au fil du temps, depuis 2012, s'est développé. Il y a maintenant 15 plateformes qui sont parfaitement fonctionnelles dans le monde entier. Alors, je dis 15, je pense que c'est même 16, puisqu'il vient de s'ouvrir ce qu'on appelle une instance d'Open Food Network en Inde, avec de vrais défis sur la taille du pays, les langues utilisées. Donc voilà, ils ont au moins 2 ou 3 langues à mettre sur la plateforme. Et donc, nous avons en partage la technologie qui permet à la plateforme de fonctionner. Donc, si par curiosité, vous allez voir sur copcircuit.fr, eh bien, vous allez voir une plateforme avec une carte, des boutiques en ligne, etc. Et si vous allez juste après sur Open Food Network Australie ou Allemagne ou États-Unis, eh ben, vous verrez quasiment le même site web. Ça, c'est notre force, c'est donc cette technologie complètement ouverte. Et puis, donc en France, on a décidé de développer ce projet avec un statut juridique qui convenait à nos valeurs, à savoir la coopérative d'intérêt collectif. Ça fait 3 ans qu'on existe. On est ravis d'avoir participé au programme Plateforme COP en Hauts-de-France, notamment parce qu'au moment de la période du Covid, qui a été un gros pic d'activité pour les circuits courts et puis pour les gestionnaires d'outils numériques qui les accompagnent, il y a eu plusieurs expérimentations dans la région. Nous, on a eu pas mal de contacts dans la région. Et puis on a quelques utilisateurs et porteurs et sociétaires. Donc, Simon Sarrazin, Alexandre Bigot du Verdier, La Belle Épicerie, Locolis. Bon, voilà, on a ce petit écosystème. Et donc, participer à ce projet nous semblait tout à fait naturel.
pour, non seulement pour développer la plateforme Code Circuit sur le territoire, mais aussi pour participer en fait à cette phase d'acculturation et de compréhension de ce que c'est une plateforme coopérative. Et ça, pour nous, c'est essentiel. Ça fait partie de notre culture du libre. Hein, on dit, voilà, la culture du libre dans le monde du numérique. Eh ben, ça n'est pas que des lignes de code et de la technologie, c'est aussi du partage d'expérience et une volonté de mettre carte sur table, d'être transparent, d'expliquer comment on fonctionne. Et c'est pour ça, notamment, d'ailleurs, qu'on a été très étudié par des travaux de recherche, et notamment le projet TAPAS, They are Platforms as Alternatives. C'est que nous, on met sur la table, en toute transparence, nos modèles de fonctionnement, nos modes de gouvernance, etc. Donc, on était ravis de participer sur ce volet de compréhension de ce que c'est une plateforme coopérative, qui est un objet complexe, en fait. Non seulement c'est un projet numérique, donc c'est quand même une activité humaine qui reste assez récente à l'échelle de l'humanité, plus récente que l'agriculture notamment. Et donc, il y a encore beaucoup à comprendre, à appréhender sur ce secteur du numérique déjà. Et puis, sur le fonctionnement particulier des plateformes coopératives de nouveau. Donc, je suis venue en mairie d'Élème il y a un peu moins d'1 an pour intervenir sur une mise en application de ces plateformes coopératives. Voilà, comment une plateforme coopérative, même si c'est un objet numérique, comment cela a une utilité concrète dans la vie quotidienne. Donc, voilà, on peut y créer des boutiques pour commercialiser, mettre en lien des acteurs, etc. C'est très concret et ça fait gagner du temps à des acteurs de l'alimentation. Et puis, ce que j'avais envie de vous dire, moi, aujourd'hui, pardon, je n'ai pas participé au début, c'était vraiment pas possible avec mon agenda. Donc, il y a peut-être une redite là dans ce que je vais dire, mais ce que je voulais dire, c'est que le parcours là, tel qu'il a été conçu, enfin, ce projet me semble déjà très pertinent dans le sens où on peut partir du principe qu'une plateforme coopérative, c'est une infrastructure de coopération territoriale. Là, je peux le mettre entre guillemets parce que c'est le titre d'un rapport de la COP des communs qui avait eu le soutien de la Caisse des dépôts et consignations, qui était sorti vers 2020 ou 2021. Donc, les plateformes sont des infrastructures de coopération territoriale et donc, c'est tout à fait pertinent de les mettre dans les mains des collectivités locales qui ont ce rôle d'animation des acteurs du territoire et de créer des structures de coopération et de développement de leur territoire. Donc, sur le fond, c'est tout à fait pertinent, c'est sûr. Et la plupart des plateformes coopératives que je connais en France, dont Code Circuit, je l'ai déjà dit, ont le statut de coopérative d'intérêt collectif, qui semble aussi être quand même une ouverture un cadre plutôt pertinent pour réellement organiser ces coopérations territoriales. C'est-à-dire que pour une collectivité coopérer avec avec une plateforme coopérative en SIC et avec une SIC en général, eh bien, c'est aller au-delà d'une relation prestataire-client assez classique. C'est plutôt vraiment entrer dans un partenariat de territoire dans lequel la collectivité peut notamment devenir sociétaire de la coopérative et peut s'impliquer à plus ou moins, avec plus ou moins d'implication, mais dans la gouvernance de la coopérative et donc dans son développement stratégique et ainsi faire de la plateforme coopérative un outil au service de son développement. Donc voilà, les plateformes en tant que telles sont des infrastructures de coopération et puis la SIC donne une dimension, donne un cadre tangible pour ça. Et donc au final, et après je me mets à votre écoute, mais ce que je pourrais dire, c'est que on est en lien là avec plusieurs collectivités qui ont participé au parcours et que j'étais ravie d'apprendre que le projet va se prolonger sous d'autres déclinaisons. Mais
Ce que je voulais donc dire en conclusion, c'est que ça prend du temps, en fait, de tisser des liens de coopération sur un territoire. Et donc, là, voilà, on en est aux prises de contact, on n'est pas encore dans l'expérimentation. Mais voilà, on a besoin de temps pour tisser des vrais liens solides et donc, l'APES et à travers ce projet, a constitué ce maillon, essentiel, on va dire. Oui. Merci, Bérangère. Alors effectivement, on parlera, on a encore un peu de temps des suites, Christine nous en parlera des suites formelles. Je pourrais dire deux mots de l'actualité du projet avec l'actualité européenne qu'on suit également au niveau du RTES. Bon, Bérangère le disait, et on le disait aussi un peu en amont, mais c'est bien tu vois, c'est peut-être pas plus mal que tu l'aies entendu, comme ça appuie plus sincèrement le, le point, c'est la pédagogie de la répétition, les SIC, effectivement, qu'on suit beaucoup au niveau du RTES, ça paraît un outil plutôt plébiscité par les acteurs des plateformes numériques pour co-construire avec les collectivités, mais effectivement pas que, hein, les formes associatives sont encore bien vivaces. Mais c'est vrai qu'on voit cet intérêt. Alors, et du coup, on a une première question, mais alors hésitez, je vais les lire, mais si vous voulez l'expliciter, n'hésitez pas. Si on a des exemples de plateformes à une échelle départementale. Alors, l'intervention de Bérangère illustrait du coup une plateforme qui est nationale et qui même s'appuie sur un mouvement qui est international. Alors, c'est le cas un peu à l'inverse de CopCycle qui est également devenu un mouvement international, mais qui là est une initiative française d'origine. Euh, et on avait d'autres exemples, et du coup des coopératives qui sont des plateformes qui n'interviennent qu'au niveau national. On évoquait Mobicop, mais également, bien entendu, des plateformes purement locales, puisque c'était aussi l'intérêt de l'échelle de cette phase-ci. Et donc, je ne sais pas si Christine, tu veux répondre sur des exemples de plateformes plutôt à l'échelle du département? Alors, les plateformes ultra locales, on a cité à plusieurs reprises Tipimi, hein, je le disais, ça émane d'un quartier et puis ça grossit. Mais il y a d'autres porteurs de projets. Là, on va parler bientôt des Jeux Olympiques. Eh bien, il y a Cher Athlon qui porte la plateforme Share a Smile et qui est en fait une plateforme dédiée à l'échange d'équipements sportifs. Donc, des échanges non monétisés, non monétisables, vraiment pour pouvoir permettre à des personnes de pratiquer le sport, donc de toucher à la solidarité, à la santé, au mieux-être. Voilà, il y a plein de formes d'initiatives. Nous-mêmes, vous l'avez bien compris, dans les deux phases, on avait une touche expérimentale. Là, on va passer, mais j'en parle tout de suite après, davantage encore à l'expérimentation puis la démonstration par la preuve. Donc, il y aura aussi un guide méthodologie pour pouvoir, pour que chacun des territoires qui se reconnaissent dans le projet, dans la problématique, dans le paysage administratif de ce territoire puisse aussi se saisir des plateformes coopératives. Bérangère disait tout à l'heure des infrastructures de coopération et aussi des outils, des leviers d'initiatives locales, qu'elles soient économiques, citoyennes. Et puis l'essaimage qui sera aussi promu par RTES, ce fameux changement d'échelle dont je parlais tout à l'heure. On est bien sur un intérêt général, donc en faire bénéficier le plus grand nombre. Et je voudrais juste revenir sur une mention qu'a précisé tout à l'heure Jean-Christophe, lorsqu'il parlait des plateformes qui sont aussi des plateformes des fois de consultation sur le changement de la mobilité dans une ville, etc., mais qui ouvrent véritablement l'arbitrage démocratique. Sachez qu'on n'a pas que des GAFAM en plateforme, on a aussi des alternatives de plateformes de proximité qui répondent au même service mais avec des intentions plus louables, moins axées sur l'argent et plus sur l'intérêt général.
plus centré sur le problème de l'habitant. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va encourager dans la phase 2. C'est vraiment rendre visibles toutes ces plateformes. Donc là, il y en a quelques-unes qu'on a citées, mais oui, celles qui vont changer d'échelle prochainement seront mises en lumière par tous les acteurs que j'ai cités. Alors, je ne sais pas si ça répondait vraiment à effectivement la plateforme à l'échelle départementale. C'est moins comme ça. Et c'est là aussi l'intérêt un des enseignements du parcours, c'est que finalement, les acteurs coopératifs, numériques, plateformes, se posent différemment l'échelle de leur intervention territoriale qu'on peut se la poser comme collectivité, notamment avec des enjeux de répartition des compétences, mais que ce soit bloc communal, départemental, régional, etc. Et je crois que les coopératives qui se développent, alors notamment à l'échelle nationale, parce qu'on a des enjeux d'échelle, de code, etc., sont assez agiles pour s'inscrire dans tous les territoires perméables et volontaires. On peut quand même signaler, parce que c'était présenté dans le cadre du parcours, une plateforme départementale. Est-ce que c'est vraiment une plateforme coopérative? Peut-être pas nécessairement, mais ça permet quand même de mettre en lumière aussi cette initiative d'un département, puisque c'est une plateforme de financement participatif du département du Pas-de-Calais. J'ai mis le lien dans la conversation. Mais qui associe, puisque le département porte, mais c'est quand même un objet coopératif, puisque ça associe la plupart des acteurs et réseaux de l'ESS sur le département au service de projet, et qu'il y a une certaine autonomie qui est laissée aux parties prenantes. Donc c'est quand même, j'ai envie de croire, un exemple de plateforme à une échelle départementale, puisque impulsé par un département. Et qui fait jouer la coopération au service des acteurs. Voilà. Si vous avez d'autres questions, on est dans le temps de l'échange. On aura de toute façon lieu de parler des suites. N'hésitez pas à nous interpeller. Il y a peut-être trop d'attentes vis-à-vis des suites. On ne souhaite pas faire durer. Chacun a besoin de retourner à ses tâches de fin de vacances. De fin de travail avant vacances. Alors, bah, sinon, je vais quand même toucher un mot de l'actualité plus largement européenne. Vous aviez peut-être les uns les autres vu notre article au niveau du RTES sur une recommandation qui a donc été enfin adoptée. Ça faisait du coup, là on est sur la présidence espagnole, mais c'était déjà l'actualité du temps de la dernière présidence, enfin la présidence précédente de l'Union européenne, cette fameuse recommandation de l'Union européenne sur l'économie sociale, donc qui a été définitivement adoptée le 27 novembre dernier, et qui du coup formule un certain nombre de recommandations aux différents États membres pour qu'ils s'en saisissent dans les 2 ans qui viennent, mais notamment en matière d'innovation sociale et de développement économique durable. Encourage les États membres à favoriser le développement du coup des, je cite, plateformes coopératives numériques. Donc l'intitulé est repris. J'ai envie de croire que les travaux soutenus par l'Union européenne et qui donc portés par la PES ne sont pas complètement étrangers à ce que ça ressorte dans ces recommandations. Alors le RTES qui était associé à la concertation en amont, de toute façon, a valorisé cela. Je sais aussi que d'autres pays en Europe, on parlait de Barcelone dans le cadre du parcours, il y avait aussi un peu un côté comparaison européenne, ont poussé ça dans cette recommandation. C'est vrai qu'avec la présidence espagnole, ils ont aussi une voix au chapitre. Et on avait également, pareil dans l'innovation sociale, développement économique durable, également un encouragement de cette recommandation à encourager les pouvoirs publics à soutenir le développement de logiciels libres en coopération. Le terme est encore une fois important, avec l'économie sociale et d'autres parties prenantes concernées. Donc on est quand même sur un sujet qui
qui rentre là dans les politiques européennes en matière d'économie sociale, même si tu pointais le caractère expérimental, hein, Christine, du projet. Et ben, les États membres sont quand même d'ores et déjà invités à s'en saisir. Et donc, ça appuie forcément l'opportunité de la poursuite de ces travaux, avec en ligne de mire, hein, l'essaimage au niveau national, et c'est l'enjeu du partenariat du RTS. Et ce pourquoi, autour de la table et de cette visio, vous êtes loin d'être seulement des collectivités des Hauts-de-France, hein, loin de là. On voit déjà l'intérêt, mais du coup, je vais laisser Christine, si on n'a pas d'autres questions, nous présenter les suites formelles du parcours. Alors, je commencerai par une petite mention spéciale pour le travail qui a été fait par l'équipe et les collègues et tous les partenaires, parce que ce projet bénéficiait d'un financement d'amorçage. Donc, il s'agissait, après coup, au bout des 2 ans, d'être en autonomie pleine, ce qui n'a pas été le cas. On se l'est dit, on se le répétera souvent. On est vraiment sur de la conduite du changement. Donc, changer les habitudes, les us et coutumes, convaincre les services juridiques, administratifs des collectivités, acculturer le plus grand nombre, ça prendra encore du temps. Maintenant, chaque petite brique qui a été montée, et en tenant compte des enseignements de la phase 1, on a pu redéposer le projet. On repart pour 2 ans avec un petit ajustement, justement, en tenant compte, hein, de notre expérience maintenant. Le parcours est maintenu. Et autant vous dire qu'il était implanté sur le Nord-Pas-de-Calais. Donc là, on ouvre vraiment les portes aux autres territoires des Hauts-de-France, avec une envie aussi d'aller investiguer des territoires peut-être un peu moins bien achalandés au niveau des politiques ESS, du numérique, des transitions. C'est un peu un pari fou, et c'est aussi l'ambition du projet, c'est de rétablir l'équilibre entre les territoires et de ne laisser personne au bord du chemin. Et puis, alors que tout à l'heure, je vous parlais d'une expérimentation de 3 jours, on a mis le doigt sur quelque chose et vous avez vu concrètement, les choses se dessinent, par exemple, avec CopCircuit, Bérengère, mais après coup. Et là, de donner l'opportunité à 2 territoires différenciés sur une problématique différente ou sur un paysage différent, urbain, rural, etc. Là, on le définira lors de la diffusion d'un appel à manifestation d'intérêt, et on permettra donc à 2 territoires de se positionner. Ces 2 territoires seront mis en lumière, bien évidemment. L'expérimentation sera longue, presque 1 an. Donc, on va lancer des marchés publics pour aller chercher des prestataires, des experts de la conduite du changement, des transitions. Et ces personnes vont en fait faire un diagnostic partagé des ressources du territoire, des besoins, et de faire en fait un matching intégral en y mettant au milieu l'outillage d'une plateforme. Donc, on commence à maturer un peu ce que devrait être l'expérimentation. On pressent déjà, hein, que certains territoires souhaiteraient être candidats, voire même élus. Et donc, je vous invite tous et toutes à pouvoir, si vous êtes en Hauts-de-France, bien évidemment, à pouvoir candidater. Et puis, il y aura, donc, autant il y a eu un financement fléché sur le développement d'outils de plateforme. Je vous le disais tout à l'heure, on candidate où? Alors, prochainement, on n'a pas encore ouvert l'appel à manifestation. On peut se dire premier semestre 2024. Mais c'est très bien de m'avoir tendu la perche. Et donc, je vous parlais de l'appel à manifestation. Je suis désolée, du coup, j'ai perdu. Je ferai plus ça, je répondrai plus aux questions en direct. Le deuxième axe étant plutôt d'aller acculturer cette fois-ci les citoyens, les habitants, les usagers finaux. Donc, de prendre en compte l'expérience usagée sur les plateformes, ce qu'on n'avait pas travaillé dans un premier temps,
de travailler l'éducation populaire avec par exemple un défi zéro GAFAM, hein, de mettre en lumière, on l'a plusieurs fois dit, toutes ces initiatives locales. Et puis, il y aura un troisième axe qui sera celui d'animer les communautés. On ne l'a pas beaucoup évoqué, mais on est sur des communs. Vous avez entendu parler de l'outil numérique ouvert, partagé. Il faut qu'il y ait des personnes, des usagers. On a parlé de gouvernance partagée, donc des parties prenantes. Et donc, il faut pouvoir animer aussi les communautés. Toute cette démarche, qui n'est pas simple, sera largement documentée. D'ailleurs, dès à présent, si vous voulez déjà retracer l'ensemble de la mise en récit du projet Plateforme COP, je vous invite à aller sur le site APES des Hauts-de-France. Vous allez y trouver un onglet Plateforme COP et vous allez voir, on a offert aussi bien la parole aux porteurs de plateformes qu'aux collectivités locales. Vous allez retrouver l'ensemble des documents, le petit film que l'on vous a diffusé tout à l'heure. Donc voilà, on sera en chemin vers pendant les 2 prochaines années avec un parcours apprenant mais ajusté, avec une expérimentation plus longue, plus forte qui donnera lieu à un guide méthodologique. Et puis, on ira chercher la version, cette fois-ci, de l'usager final. Également, la question de l'emploi. J'avais dit que j'allais y revenir. Alors, l'emploi, Bérangère m'a raconté une histoire une fois chez Cop Circuit. On est sur les circuits courts, c'est du champ à l'assiette. Et elle m'a convaincue que pendant le Covid, en fait, et même après, le fait que l'agriculteur, alors que son cœur de métier est d'être dans son champ, le fait d'utiliser des boutiques comme un outil, une ressource en ligne, lui permet de développer, bien évidemment, son chiffre d'affaires, son activité, et donc de s'accorder plus de temps, lui, dans son champ, mais aussi de pousser la rotation de ses produits, et donc d'embaucher des personnes, des travailleurs terriens pour développer encore cette activité. Moi, j'aimerais citer aussi de façon très pragmatique une histoire que j'ai eue sur le territoire du Dunkerquois, la coopérative d'activité Tilt, a dans son sein des cyclologisticiens. Et donc, il y a eu un fabuleux travail de concertation fait avec le service transition de la ville de Dunkerque et de voir comment l'acteur Tilt, en tout cas les gens qui pédalent au quotidien, pouvaient se saisir d'un marché de collecte de cartons dans des quartiers de Rosendal à Dunkerque. Cette expérimentation a duré 3 mois. Et puis on est allé les filmer. On a vécu un vie ma vie au plus près de ces acteurs du quotidien, de ces travailleurs du quotidien, et de voir quelle externalité positive ça avait, bien sûr, sur l'environnement, le fait que ce soit des vélos cargo qui venaient collecter des cartons, les habitants qui étaient bienveillants au passage des vélos en disant c'est quand même mieux que de voir un camion qui pollue, les commerçants qui disaient ça nous dépollue la vie parce que tous les jours on devait perdre quelques heures à aller porter les cartons à la benne, jusqu'à l'employé communal qui dit mais c'est quand même plus chouette de voir arriver des vélos, il n'y a pas de bouchons, ça s'organise, c'est très bien. Et vous voyez, cette cyclo-logistique, ben, elle peut être portée tout à fait par un outil de plateforme. Donc, on pressent des choses, on va encore développer des concepts. On va aussi mettre l'accent sur le fait de dévulgariser le coopérativisme de plateforme, de l'ouvrir au plus grand nombre de personnes, que chacun Vulgariser, tu veux dire. Pardon? Vulgariser. J'ai dit quoi? T'as dit dévulgariser. Dévulgariser, vulgariser. Pardon. Tous les concepts et puis d'ouvrir le champ des possibles aux plateformes coopératives qui sont pas, et tu l'as plusieurs fois dit, Benjamin, qui sont pas toujours statutairement sous la forme de SCOP ou de SIC, qui sont aussi associatives.
mais de voir comment ces plateformes, à un moment donné, peuvent se structurer autrement et faire rentrer au sociétariat, à un moment donné, les collectivités. Nous, on a aussi une ambition, par exemple, pour diversifier les activités des territoires zéro chômeur. On voit qu'il y a de la réparation de vélos qui arrive comme une évidence en développement d'activités. Tout à l'heure, Jean-Christophe, vous parlez des tiers-lieux, qui sont des tiers-lieux citoyens, des initiatives citoyennes, où il y a un vrai foisonnement, un bouillonnement, une envie de faire vivre ces lieux et de peut-être d'ouvrir une objetothèque, un vestiaire solidaire, des paniers bio, du court-circuit, enfin voilà. Donc, on a mis le doigt sur Euh, quelque chose et on vous invite aussi à appuyer sur le starter. Merci Christine, merci à toutes et tous. On touche à la fin de ce webinaire. Alors, vous l'aurez compris, des perspectives particulières pour le projet particulièrement porté par Alapes, du coup, qui passe d'une échelle, enfin, qui passe du coup pleinement à une échelle nouvelle région. Euh, Avant, on l'espère, du coup, un changement d'échelle nationale et c'est l'enjeu du travail avec le RTES. Pour autant, les plateformes coopératives, c'est déjà une réalité et c'est, comme on le disait, déjà une perspective européenne. Donc, n'hésitez pas à avancer sur le sujet en dehors également de la région Hauts-de-France, de nous faire part de vos projets au niveau du RTES, histoire qu'on puisse valoriser ça, faire les connexions utiles aussi, puisque c'est pas la peine de redécouvrir un certain nombre de constats qu'on a pu faire émerger, éclairer, conforter ou se surprendre parfois au niveau du parcours, autant que chacun, j'allais dire capitalise, je préfère dire sédimente, hein, il faut décapitaliser nos mots aussi. Voilà. Et du coup, bah, je vous remercie. Je vous souhaite à toutes et tous de très bonnes fêtes. Et puis, on se retrouve à la rentrée où on vous partagera, du coup, on diffusera l'enregistrement de ce webinaire, mais avec d'autres ressources qui ont été citées, en plus de publications en propre au niveau du RTES faisant écho à ce parcours. Voilà, merci beaucoup et à bientôt. Merci, bonne fête à tous et toutes. Au revoir. À Merci, au bientôt. revoir.